On va commencer aujourd'hui avec une anecdote qui, je trouve, dit vraiment beaucoup de choses sur le personnage d'Elon Musk. Ah oui, Imaginez la scène. On est à la fin d'un très long dîner. Musk a finalement accepté de coopérer pour sa biographie, après des mois de refus. avec l'auteur Ashley Vance, je vois très bien de quelle scène vous parlez. Exactement. Et là, il se tourne vers lui et lui pose une question, mais une question complètement désarmante. Vous me trouvez fou? Voilà, vous me trouvez fou. C'est incroyable de poser ça, non? C'est une question incroyable. Il y a tout dedans. Il y a un peu d'arrogance, genre il le teste, mais en même temps, une vraie vulnérabilité. C'est comme s'il se regardait de l'extérieur et se demandait, Si l'image qu'il renvoie, c'est celle d'un génie ou d'un dément. c'est ça, il est totalement conscient de la perception qu'on a de lui. Exactement. Et pour essayer, sinon de répondre, du moins de comprendre d'où vient cette question, on va se plonger aujourd'hui dans ses débuts. On va s'appuyer sur la biographie d'Ashley Vance, qui est très très fouillée. L'idée, c'est de décortiquer ce qui a forgé le personnage. D'où vient cette tolérance au risque quasi illimitée? C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que son parcours, c'est pas du tout une ligne droite. Ah non, loin de là. C'est une succession de paris complètement insensés, financés par des réussites précédentes, qui étaient elles-mêmes le résultat de luttes de pouvoir brutales, d'échecs cuisants. Pour comprendre l'homme qui veut aller sur Mars, il faut comprendre celui qui s'est fait virer de ses propres boîtes. Exactement. On va suivre ce fil de son enfance en Afrique du Sud jusqu'au euh, au premier jour vraiment chaotique de SpaceX. Alors, commençons par le commencement. L'Afrique du Sud. Loin de l'image qu'on a aujourd'hui, le jeune Elon était un enfant, plutôt solitaire. Très introverti. Ah oui, complètement perdu dans ses pensées, à tel point que ses parents ont vraiment cru qu'il était sourd. Ah bon? Oui, oui, ils l'ont même fait opérer des végétations en pensant que ça améliorerait son ouïe. Mais le problème n'était pas physique, il était juste Ailleurs. ailleurs. Son frère Kimball raconte qu'il entrait dans une sorte de transe. En fait, il était juste plongé dans les livres. C'était un lecteur compulsif. Compulsif, c'est le mot. On parle de combien de temps par jour? Jusqu'à 10 heures par jour. 10 heures. C'est énorme. Il a dévoré toute la bibliothèque de son quartier, puis celle de son école. Et quand il n'y avait plus rien, eh ben, il s'est attaqué à l'encyclopédie Britannica. Il a lu l'encyclopédie en entier, en entier. Du coup, il a accumulé une quantité d'infos phénoménale, ce qui, avec sa mémoire quasi photographique, l'a transformé en une sorte de «je sais tout». Et ça, évidemment, ça ne l'a pas été à se faire des amis. J'imagine, oui. Un enfant qui vit dans son monde et qui corrige les adultes, c'est une cible parfaite dans une cour de récré. Et ça a été violent dans son cas? Extrêmement violent. Le livre de Vance décrit un harcèlement scolaire, mais d'une brutalité. Des bandes de garçons le prenaient pour cible tous les jours. Et ça a culminé avec une agression. C'est l'histoire des escaliers, hein? C'est ça, il a été poussé dans un escalier en béton, puis roué de coups de pied à la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. C'est terrifiant. Il a passé une semaine à l'hôpital. Il a mis des années à se remettre de certaines blessures. C'est une expérience qui reste des traces, forcément. Vance suggère que ça a pu forger une sorte de carapace, et cette volonté de ne plus jamais être la victime, de prendre le contrôle. Pourtant, même au milieu de tout ça, les germes de l'ambition, ils étaient déjà là. Absolument. À 12 ans, il programme un jeu vidéo, Blastar. Blastar, oui. Le concept est déjà très muskien. Il faut sauver l'humanité en détruisant un veto alien. Et le plus fou, c'est qu'il vend le code à un magazine informatique pour 500 $. À 12 ans, Et ce qui est révélateur, c'est la signature sur l'article. E.R. Musk. On dirait un auteur de science-fiction, pas un gamin. L'espace, l'ambition, tout était déjà là en fait. et cette culture du risque, cette envie d'ailleurs, ça vient aussi de sa famille, n'est-ce pas? C'est un héritage très clair. Son grand-père maternel, Joshua Norman Haldeman, c'était un personnage. Racontez-nous. Un Canadien, chiropracteur, qui en 1950 a tout vendu, a mis sa famille dans un petit avion monomoteur qu'il avait démonté et remonté lui-même, et hop, direction l'Afrique du Sud. Un pays où il n'avait jamais mis les pieds. C'est incroyable. Et il a passé sa vie à explorer le continent, à survivre à des pannes en plein bush. On voit d'où vient le gène de l'audace. Il y avait donc cette attraction pour l'aventure et en même temps une raison très forte de vouloir partir. Oui, une raison beaucoup plus sombre. Sa relation avec son père, Errol. Musk l'a décrit comme misérable, horrible. Il parle d'un supplice psychologique. C'est un moteur puissant pour vouloir fuir. Un moteur surpuissant. Échappé à son père et au service militaire obligatoire dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ça a été le carburant de son rêve américain. Et ce rêve, il va le concrétiser.
On avance dans le temps, il arrive en Californie en 1995. C'est le plein boom d'Internet. Et avec son frère Kimball, il lance sa première boîte en ligne, Zip2. L'idée est visionnaire pour l'époque. C'était un annuaire d'entreprise en ligne, mais avec des cartes et des itinéraires. Un mélange de Yelp et de Google Maps, avant l'heure. Exactement. L'idée était géniale. Mais les débuts, c'était le cliché de la start-up poussé à son paroxysme. C'est-à-dire Ils vivaient et dormaient dans leur bureau minuscule. Un seul ordinateur. L'un codait la nuit, l'autre le jour. Ils se douchaient au YMCA. la totale. La totale. Ils étaient fauchés, mais complètement habités par leur projet. Et ça paye. En 1999, Compaq rachète Zip2 pour 307 millions de dollars. Et Musk, qui n'a que 27 ans, empoche 22 millions. C'est une victoire, oui, mais une victoire un peu amère. Et c'est là qu'il apprend une leçon cruciale. Laquelle? Pendant l'aventure, les investisseurs l'ont jugé trop jeune, trop inexpérimenté, et ils l'ont écarté du poste de PDG. Il a dû céder le contrôle. Et après la vente, il se fait une promesse. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et il ne perd pas une seconde. Avec cet argent frais, il fonde X.com. Et là, l'ambition, elle monte d'un cran. Ah oui, mais dans sacré cran, il aurait pu prendre sa retraite, investir tranquillement. Non. Il réinvestit 12 millions de dollars, plus de la moitié de sa fortune, dans un projet encore plus fou. Révolutionner la banque. La totalité du secteur bancaire, pas juste un service de paiement. Une banque en ligne complète. Compte courant, épargne, assurance, tout. C'était en 1999. Les gens osaient à peine acheter un livre en ligne. C'était de la pure folie. Une folie totale. Ses amis, les autres entrepreneurs, tout le monde lui a dit qu'il allait tout perdre. Mais il était persuadé que le secteur était mûr pour être bousculé. Voilà. Et là encore, l'histoire se complique. X.com fusionne avec son principal concurrent, une boîte qui s'appelle Confinity, et qui a développé un petit produit qui marche très bien, PayPal. Et même là, après avoir tout misé, il se fait à nouveau trahir. C'est le deuxième coup d'État qu'il subit. Après la fusion, il y a des tensions énormes sur la stratégie, et en septembre 2000, le conseil d'administration profite de son absence pour le virer. Le virer de son poste de PDG? Exactement, pour le remplacer par Peter Thiel. Et l'ironie, c'est le timing de cette absence. Il n'était pas juste en vacances, c'est ça? Non, il était dans l'avion, en route pour Sydney, pour sa lune de miel. C'est une blague. Non, non, c'est en atterrissant qu'il apprend, par email, qu'il a été viré de l'entreprise qu'il a fondée avec son propre argent. C'est un scénario de film. La violence du truc. Comment il réagit? On pourrait s'attendre à ce qu'il claque la porte, qu'il se venge? Et c'est là qu'on voit sa pensée à long terme. Au lieu de réagir à chaud, il fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Il ravale sa fierté, il encaisse la trahison. Et il reste. Il reste le plus grand actionnaire et il continue de conseiller la nouvelle direction. Il parie sur le succès futur de PayPal. Un pari qui s'avère incroyablement payant. Incroyablement oui. Moins de 2 ans plus tard, en 2002, eBay, Rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. et là, Musk touche le jackpot. Environ 180 millions de dollars après impôt. Il a maintenant un capital colossal. Et il a surtout appris sa leçon. Garder le contrôle à tout prix. Ces deux expériences, Zip2 et PayPal, ont vraiment été le creuset de l'entrepreneur qu'il est devenu. Il a appris à encaisser des coups, à survivre aux trahisons et à toujours penser à la décennie suivante. Une fois cet argent en poche, il quitte la Silicon Valley pour Los Angeles. Pas pour Hollywood, mais pour se rapprocher de l'industrie aérospatiale. C'est là que le rêve d'enfant et le capital se rencontrent. Son idée de départ, elle est un peu poétique, un peu étrange même. Il l'appelle Mars Oasis. Mars Oasis, c'est-à-dire? Le concept, c'était d'envoyer une petite serre robotisée sur Mars pour y faire pousser la toute première plante sur une autre planète. D'accord. Donc le but n'était pas scientifique, mais Symbolique, purement symbolique. Un coup de com' interplanétaire. Il voulait créer un moment Spoutnik pour le 21e siècle, pour que l'humanité se remette à rêver de l'espace. Une petite plante verte sur le sol rouge de Mars. l'image est forte, c'est vrai. Mais bon, il faut une fusée pour ça. Et à l'époque, une fusée américaine, ça coûte une fortune. C'était prohibitif. Plus de 65 millions de dollars pour le plus petit lanceur. Alors il cherche une autre option, un peu plus... Exotique. La Russie. Exactement. Il fait 3 voyages à Moscou pour essayer d'acheter des missiles balistiques intercontinentaux russes réformés. Attendez, soyons clairs. Un jeune millionnaire de la tech va en Russie pour acheter des missiles nucléaires désarmés. C'est à peu près ça. Et comment il est reçu? Avec une condescendance totale. Les Russes le traitent comme un amateur, un gamin riche avec un caprice. Ils le surnomment le jeune garçon. Ils doutent qu'il ait l'argent. Ça ne doit pas être facile.
C'est une humiliation. Les réunions sont noyées dans la vodka, ça n'avance pas. Et lors du dernier voyage, ça atteint un sommet. Qu'est-ce qui se passe? L'un des concepteurs en chef russes, visiblement exaspéré, leur crache littéralement dessus. Pardon? Il leur a craché dessus? Littéralement, oui, sur la table. C'était le niveau de mépris. C'est incroyable. Le voyage est donc un échec total. Un échec cuisant. Et c'est dans l'avion du retour, dépité, humilié, que tout bascule. C'est là qu'il a l'idée de SpaceX? C'est le moment de l'épiphanie. Il ouvre son ordinateur, il commence à taper sur une feuille de calcul. Au bout d'un moment, il se tourne vers ses collègues et leur montre son écran. Et il leur dit? Il leur dit cette phrase qui a tout changé. Les gars, je crois qu'on peut construire cette fusée nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y avait sur cette feuille de calcul? Il avait fait un truc simple, mais que personne n'avait fait depuis des lustres. Il avait décomposé le coût d'une fusée en partant des matériaux bruts. L'aluminium, le cuivre, la fibre de carbone. Et sa conclusion? Stupéfiante. Le coût des matériaux, c'était à peine 2% du prix de vente d'une fusée. Que 2%? Oui. Les 98% restants, c'était la marge des grands groupes et des décennies d'inefficacité. Et là, il a compris. Il pouvait construire une fusée pour une fraction du prix. L'idée de SpaceX est née dans cet avion. Il fonde l'entreprise en juin 2002. Mais le défi est monumental. Il s'attaque à des géants? Alors il recrute les meilleurs, des passionnés comme lui. Des gens comme Tom Mueller, un génie qui construisait des moteurs de fusée dans son garage, pour le plaisir. La philosophie, c'est de devenir une sorte de compagnie aérienne low-cost de l'espace. C'est ça, la Southwest Airlines de l'espace. Mais pour lancer, il faut un site. Et il se retrouve au milieu de nulle part. Sur l'atoll de Kwajalein, une île perdue dans le Pacifique. Des conditions infernales. L'humidité, l'air salin qui ronge tout, l'isolement. Un ingénieur a comparé ça à l'îlot naufragé, mais avec des fusées. C'est de là qu'il tente le premier lancement de la Falcon 1. Et ça ne se passe pas vraiment comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. Mars 2006, la fusée décolle et... Alors 25 secondes plus tard, elle explose. Boule de feu. Échec total. Et ils ont trouvé la cause? Oui, et c'est ça le pire. C'était la corrosion d'un simple écrou en aluminium, rongé par l'air salin. Une pièce à quelques centimes qui a détruit des années de travail. C'est brutal. Mais ils n'abandonnent pas. Deuxième tentative, 1 an plus tard, en mars 2007. Et là, tout semble parfait. Le décollage est magnifique, la fusée monte, elle atteint l'espace. Dans la salle de contrôle, c'est l'euphorie. Les gens crient de joie. Ils ont réussi. Ils pensent avoir réussi. Et puis, soudain, tout s'arrête. La fusée se désintègre. Mais pourquoi? C'était si proche. Un problème d'ingénierie subtil et cruel. Le carburant résiduel dans le deuxième étage s'est mis à clapoter, à créer des oscillations. Ça a déstabilisé la fusée et elle a explosé. Ça a dû être encore plus dur que le premier échec. Toucher le but du doigt et tout perdre. Dévastateur. À ce moment-là, il a déjà investi plus de 100 millions de dollars de sa poche. 100 millions. Quasiment tout ce qu'il a gagné avec PayPal est parti en fumée. SpaceX est au bord de la faillite. Il lui reste assez d'argent pour une, peut-être 2 tentatives. Pas plus. En regardant tout ce parcours, on voit vraiment un schéma qui se répète. Une ambition démesurée, des succès, mais surtout des échecs spectaculaires, des trahisons. Que ce soit le harcèlement à l'école, le fait d'être viré de ses propres boîtes, ou de voir ses fusées exploser sous ses yeux. Chaque épreuve, paradoxalement, semble non pas l'abattre, mais renforcer sa détermination. Il ne recule jamais, il double la mise. Ce qui nous ramène à la question du début, celle qu'il a posée à son biographe. Vous me trouvez fou? Finalement, après avoir vu tout ça, peut-être que fou, ce n'est pas le bon mot. Je pense que non. En fait, ça soulève une autre question, peut-être plus profonde. Comment est-ce que ces expériences de harcèlement, de trahison, d'échecs catastrophiques, comment ont-elles pu forger une personnalité qui non seulement supporte un tel niveau de risque, mais qui semble en fait en avoir besoin pour fonctionner? C'est une bonne question. On peut se demander si, pour lui, le véritable échec, ce n'est pas de voir une fusée exploser. Le véritable échec, ce serait de ne jamais avoir eu l'audace d'essayer de la construire.